Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ouais. Vous avez pu partir oui. Là, il est tombé juste un mandat d'arrêt, donc il faut partir, aller requérir la détention. Donc, mais c'était pas moi de permanence, donc moi j'ai pu partir quand ma collègue elle partait juste en débat. Bonsoir Françoise. Bonsoir Olivier. Aujourd'hui, nous accueillons Françoise Benezech, magistrate au parquet de Paris. Quelles sont les histoires, les récits qui ont nourri votre vie et votre trajectoire ? Question importante parce qu'il y en a eu beaucoup depuis que je suis toute petite, parce que j'ai commencé à lire déjà sous les draps, parce que ma mère me demandait d'éteindre le soir et qu'évidemment je ne voulais pas éteindre. Donc il y a eu beaucoup de lectures et puis je me rends compte que elles sont assez aux antipodes. Donc j'ai été nourrie d'aventures avec le Club des 5 quand j'étais enfant, de bienséance et de sécurité avec la comtesse de Ségur. J'ai continué avec tout ce qui peut être roman de saga, avec tous les Troyas. Ça c'était les 13-14 ans, alors là j'en finissais plus de minuit. Et puis, au fur et à mesure où j'ai dû travailler un petit peu plus de façon académique, j'ai lu un tout petit peu moins. En revanche, c'était des livres qui me faisaient peut-être un peu plus réfléchir, un tout petit peu moins facile peut-être. Ça vers l'adolescence ? Et non, c'est à l'arrivée à l'université, où là j'ai un peu moins lu. Parce que voilà, j'ai foncé dans mes études, donc j'étais dans les livres de droit, c'était beaucoup plus sec, beaucoup plus aride, et donc sans doute je devais me distraire avec des polars, comme je fais souvent maintenant d'ailleurs, pour me laver la tête, ce que j'appelle me laver la tête. Et puis arrivé à la fin donc de mes études académiques stricto sensu, j'ai commencé à rentrer dans la vie active. J'ai été beaucoup inspirée, mais j'étais encore très jeune puisque j'avais 19-20 ans. J'ai eu une sorte de maître à lecture qui était mon beau-frère et que j'admirais énormément et qui était un homme déjà tellement libre dans sa tête, un petit peu aux antipodes de la jeune femme que j'étais, qui, l'air de rien, me conseillait des livres et il m'en a conseillé un notamment. Alors c'est lequel, ce livre Ce livre, votre vie ? C'est Madrapour de Robert Merle. Alors, Madrapour, qu'est-ce que c'est ? Madrapour a été écrit en 1975. Et j'ai donc dû lire ce livre il y a une quarantaine d'années à peu près. J'en ai 60 aujourd'hui. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Il est puissant, il est inquiétant, il est nécessaire. Il est inéluctable. Il est incroyablement d'actualité. C'est l'histoire donc de passagers européens pour la plupart, mais occidentaux et quand même du monde, qui embarquent dans un avion, un charter, destination Madrapour. Alors ces passagers, ils sont 16, ils reflètent en miniature la société occidentale avec un peu tous les profils que vous pouvez trouver. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes. Vous avez des hommes d'affaires, vous avez des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, comme on les connaît bien en France. Vous avez des bourgeois, vous avez des intellectuels, vous avez des trafiquants. Bref, c'est une petite société
en miniature. Et donc, ils se retrouvent dès le départ dans cet avion qui n'est pas un avion comme les autres, bien sûr. C'est un petit peu bizarre. On ne se sent pas très très bien quand même, hein, dès qu'on rentre. Il y a une classe économique, mais elle est vide, elle est glaciale. Et donc, on est en première et tout le monde se fait face. C'est dans un cercle. Et alors tout le monde, les bourgeois y vont pour un hôtel 4 étoiles, le trafiquant parce qu'il y a de la drogue, etc. Et petit à petit, on se pose des questions, mais c'est quoi Madrapour ? Et on se les pose de plus en plus parce qu'on se rend compte, à un moment du récit, qu'il n'y a personne dans le poste de pilotage. En fait, on réalise que cette destination Madrapour est finalement l'inatteignable. Bien sûr, ce qu'on réalise, c'est que ce voyage, c'est le dernier voyage. Et ce dernier voyage, moi, ce qui m'a intéressée, ça c'était il y a 20 ans, je me suis dit, mais ce dernier voyage, c'est la mort. Et du coup, j'ai enfermé ce livre dans un coin de mon inconscient et ça m'a amené, très jeune, à dire « j'ai pas envie de voyager. Je n'irai jamais ni en Afrique, ni aux États-Unis. D'abord, c'est trop loin, il faut traverser des océans, notamment pour les États-Unis. Je ne veux pas voyager. » Ça m'a touchée au point que ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ce dernier voyage, c'est la mort. Et en fait, ce dernier voyage, c'est pas la mort. Ce dernier voyage, c'est la vie. Et que j'ai réalisé que si je m'étais comme ça complètement recroquevillée et crispée sur mon nom d'irriment comme ça à tout voyage, c'est que j'avais peur d'être débarquée un peu plus tôt que ce que je le voulais. Et en fait, un jour, à la faveur d'un petit accident médical qui s'est avéré tout à fait bien géré, mais qui aurait pu ne pas l'être, donc j'ai été admise en urgence en chirurgie. Et quand je m'en suis sortie, je me suis dit, à l'époque, on nous demandait « Est-ce que vous êtes prêt à partir dans tel pays d'Afrique ?» Et je disais au début au père de mes enfants « Non ». Et voilà, je lui dis « C'est bon, on part ». Et après ça, j'ai été une nomade en fait de la vie, puis une citoyenne du monde, parce que ça a commencé par l'Afrique, l'Éthiopie, d'autres pays d'Afrique, les États-Unis, l'Asie, l'Amérique du Sud. Je n'ai pas arrêté de voyager. Je me suis tirée de cette urgence chirurgicale et je me suis dit, bon allez, maintenant il faut vivre. Mais... Et là, ça, je le réalise maintenant parce que beaucoup de chemin est passé. C'est que toute cette ouverture au monde qui a fait ce que je suis maintenant, en fait, je trouve, était quelque chose d'assez extérieur à moi. Est-ce que vous diriez que ce roman vous a aidé à prendre des décisions au moment de partir ? Vous parlez de l'Éthiopie, d'autres pays à l'étranger. Et comment ce roman, cette histoire vous a accompagné ? Mais elle m'a accompagnée, je crois, tout le temps. Même si, comme je vous disais, pendant toute la période de femme très active jusqu'à la transition du milieu de la vie, c'est un livre qui m'a accompagnée tout le temps parce que j'en parlais. Alors, il y a Madrapour. Et est-ce que dans votre vie de femme, ou vie de femme de loi, puisque vous êtes magistrate, comment les univers des livres, du cinéma, ou d'autres de séries télévisées, ou d'autres histoires, d'autres imaginaires, ont pu impacter votre vie ? Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez beaucoup de policiers pour vous détendre. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous a nourri de l'enfance pour devenir aujourd'hui magistrate et la femme que vous êtes ?
Ben, vous voyez, c'est un peu tout un mélange, puisque j'ai été bercée de ces romans qu'on n'ose même plus dire qu'on a lus, que sont La Comtesse de Ségur, mais où on cherchait toujours à faire triompher le bien sur le mal, on cherchait toujours la vérité. Je crois que quand on s'engage pas dans un métier, dans la magistrature, sans avoir un certain amour de la vérité et sans avoir un certain amour de la liberté. La première mission du magistrat, c'est le garant des libertés. Est-ce qu'il y a d'autres récits comme ça, dans lesquels vous avez pu puiser justement de la ressource, des imaginaires forts qui vous ont nourri? Mais c'est terrible parce que je cherche dans la tête ceux qui me viennent instinctivement à l'idée, parce que je m'attendais pas à votre question. C'est pas des livres très joyeux, pourtant j'ai dû en lire. Hein. Ah, donc il y a François Mauriac et puis Madame Bovary, donc toujours des femmes, parce que le sort des femmes, évidemment, je suis une féministe, mais plus que convaincue, plus que militante. Ces femmes qui s'ennuient, qui ne trouvent pas de sens de leur vie. Et là, on rejoint Madrapour, on rejoint tous ces livres fondamentaux qui, moi, m'ont complètement nourri. Voilà, ça nourrit mon imaginaire. Comment vous analysez l'impact de ces femmes, de cette trajectoire de femmes et la vôtre? Comment elles ont nourri la vôtre, en fin de compte? Vous me parlez de Madame Bovary, par exemple. Oui. Et comment elle essaye, elle croit. Oui. Mais comme justement, elle n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation bourgeois ou autre, peu importe, mais qui nous façonne, et du coup ne peuvent s'en sortir que par une forme de destruction hétéro ou auto-destructrice. Et c'est là où moi je trouve que nous vivons une société extraordinaire, même si pour nous elle est encore en pleine mutation, hein, ça c'est sûr. Et moi je suis à la charnière, plus que mes enfants. J'ai été élevée dans une famille très nombreuse où grosso modo la femme était l'âme de la famille, il y a une famille heureuse qu'une femme oublieuse de soi, j'ai eu tout ça quand même, hein, qui est rentré dans mon inconscient. Et en même temps, où on m'a toujours dit, il faut que tu aies un travail, c'est la condition de ton indépendance économique, donc de ta liberté. Donc il y avait ce dans langage totalement contradictoire qui fait que j'ai un peu écouté les deux et qui fait que je n'ai eu de cesse de vouloir avoir en effet cette liberté fondamentale que l'on acquiert par l'économie, parce que je crois que ça commence, c'est comme ça. Ça commence. Et après, maintenant, je travaille tout le reste. Le reste, c'est-à-dire ? Eh bien, une fois qu'il y a l'indépendance économique, je peux avoir mon véritable projet personnel, mon véritable chemin. Cet amour joyeux, joyeusement consenti. Et pas heureuse de le faire, mais là, il n'y a pas de mais. Et ça, c'est le début de ma vie. Et j'ai 60 ans et je dis que je suis au début de ma vie. Tout est encore possible. Depuis 20 ans, beaucoup de voyages. Vous avez dû rencontrer beaucoup d'autres histoires. Oui. Beaucoup de gens qui vous ont raconté des histoires et puis vous êtes revenu en France. Oui. Et aujourd'hui, vous avez affaire, de par votre métier, à la loi, à faire respecter la loi et à des histoires qui sont confrontées à la loi. Comment les récits dont vous êtes nourris et cette distanciation par le voyage, puisque vous êtes sur le chemin et que vous avez été ailleurs et que vous êtes revenu aujourd'hui, comment voyez-vous les affaires que vous traitez, les gens que vous entendez, les histoires que vous entendez aujourd'hui, et comment vous les remettez en perspective avec votre expérience ? Quand vous vivez à l'étranger, vous remettez tout en perspective. Donc votre vie personnelle, bien sûr, mais le système dans lequel vous vivez, qui vous régit. Et lorsque, après, revenu sur mes racines, parce que c'est ce qui s'est passé, je n'ai eu de cesse d'avoir tout le temps en perspective le fait que
mon système ne détient pas la vérité. Et ça, c'est absolument fondamental pour essayer d'aller au plus juste d'une vérité judiciaire. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu voir, notamment dans le système américain, m'ont fait comprendre que ce système français qui est assez ringard quand même à plein de points de vue, j'essaye moi de le dynamiser, de le moderniser, et c'est par référence, notamment, à ce que j'ai pu voir de la société américaine, qui est une société ultra dynamique, toujours en mouvement. Moi, j'ai essayé à mon niveau de mettre en mouvement ma façon de travailler, ma façon de mettre en œuvre la procédure pénale, puisque je fais du pénal, en France. Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis ? 2 ans. 2 ans, 5 ans en Éthiopie. En Éthiopie, là, ça m'a appris l'humilité, évidemment, la modestie de ce que j'enseignais. Je me suis sentie tellement à côté de la plaque quand j'enseignais la procédure pénale française, le droit commercial français à des gens qui n'ont pas l'électricité tous les jours, qui n'ont évidemment pas les mêmes points de référence. Donc là aussi, je me suis adaptée. J'ai essayé de par rapport aux étudiants qui étaient les futurs juges et procureurs, de dire ce qui pouvait être des sortes de valeurs universelles juridiques et judiciaires. Je me pose une question sur les histoires que vous entendez dans votre profession, puisque en fait on vous raconte aussi des histoires. Quand vous questionnez et lorsque vous interrogez des faits, l'objectivité de ces faits, les gens prennent des scénarios et donc il y a des histoires entremêlées, il y a des histoires à désentremêler, etc. Le rapport à la fiction, quand on est magistrate comme vous, attaché à certains romans, attaché à votre culture, attaché à vos imaginaires, comment détricoter la fiction de la réalité de ce qui n'est pas, en fait, et l'interprétation qu'on en fait. Est-ce que ça, Et vous avez raison de poser la question, parce qu'on ne juge pas des personnes, on juge des faits. Donc l'histoire, comme vous dites, elle est très très importante. Donc on doit la considérer dans son entier et on doit prendre de la distance par rapport à l'histoire pour essayer de faire coller le droit aux faits, pour essayer justement de ne pas mettre ni notre histoire, ni trop notre vécu, ni trop notre imaginaire, pour que justement la personne dont on doit juger les faits, mais qui au final va être, elle, jugée, pâtissent le moins possible de nous, de moi, de la personne, de Françoise. Voilà. Mais en revanche, la Françoise que je suis, qui est le procureur, va juger les faits de la personne X au regard de tous les autres faits qu'elle aura eu à rencontrer avant et à juger, pour pouvoir trouver la solution la plus équilibrée, la plus juste, et parvenir à une certaine forme de ce que j'appelais tout à l'heure de vérité judiciaire. Alors vous avez dû en entendre des histoires depuis tout ce temps. Vous avez vécu à l'étranger. Vous avez été nourri vous-même par tous les livres que vous m'avez cités tout à l'heure dans votre enfance, votre adolescence. Je me demande, Françoise, comment cet imaginaire a évolué ? Un imaginaire, oui, parce que pour pouvoir avoir envie de raconter, parce que là j'ai mais bon, c'est un peu un secret, mais tant pis, je le dis, j'ai terriblement envie d'écrire. Mais j'ai très peur parce que je trouve que j'ai un peu honte, quoi. C'est moi, oser écrire, c'est pas possible. Mais ça, c'est un rêve et que je nourris par beaucoup de choses. Et j'ai envie d'écrire. Toujours imprégné de ces dictons chinois, parce que quel pays la Chine, mon Dieu, qui dit si tu veux vraiment te réaliser en tant qu'homme, femme, en tant qu'être humain, tu construis une maison, tu élèves un enfant,
et tu écris un livre. Voilà. En tout cas, Madrapour, c'est aussi toujours un nouveau départ. Complètement. C'est encore un départ, à 60 ans, de nouvelles envies. Complètement. Maintenant, j'ai envie de le faire sur des territoires plus inconnus, peut-être encore, qui est le mien, plus intérieur. Merci Françoise. Merci Olivier. François Poletti, vous venez d'entendre Françoise Bénézèche. Alors, quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous ? J'ai 2 petites choses qui m'ont fait écouter l'interview avec une idée en tête. Des choses qui sont arrivées en début d'interview. C'est sous les draps et je n'en finissais plus de mes nuits. Et j'ai écouté l'interview avec ça en tête et le lit comme endroit de l'imaginaire, endroit du rêve, et des lectures et des pensées qui s'échappent, des histoires qu'on se raconte. Le lit comme endroit de l'amour, du sexe, de la naissance. Et je pensais à ça et tout d'un coup, quand Françoise parlait du livre Madrapour, l'endroit de la mort. Et je me disais, tiens, tout ça se rejoint. Est-ce que c'est pas un endroit où on se raconte des histoires parce qu'on vit une vie dans le lit et on sait qu'on va mourir et les histoires nous servent à accepter le fait qu'on va mourir. Puis c'est l'endroit aussi du noir, des peurs d'enfance, des peurs de la mort. Donc on passe peut-être notre vie à se raconter des histoires pour accepter qu'on va mourir, jusqu'à inventer des religions pour ça. Et là aussi, ça rebondit sur un autre endroit de l'interview, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir, il faut vivre. À tout âge, il y a des départs, il y a des voyages, il y a de l'inconnu et de la surprise. Dans ce que dit Françoise sur la peur de la mort, il y a ce qu'on se recroqueville, on se protège le plus possible et on ne vit pas. Et puis soit à un moment on se dit oui, je vais mourir et c'est bien, heureusement que je vais mourir et ça me permet de profiter de la vie. Voilà. Donc c'est le but de notre vie, de mourir. Et c'est bien. Sinon, il n'y aurait pas de sel à vivre et pas de plaisir de vivre. Voilà ce que me raconte la très belle interview de Françoise. Merci pour vos mots, François. Merci.